À la fête du 4e anniversaire de ma fille, ma sœur s'est approchée de la table du gâteau et a craché directement dessus, devant tous les enfants. Ma fille s'est mise à pleurer. « Pourquoi tu as fait ça, tata Charlotte ?» a-t-elle demandé. Ma sœur a ri. « Parce que tu ne mérites pas un joli gâteau. » Ma mère a ajouté, « Elle a raison. Les enfants de ta sœur sont plus importants. » Quand ma fille a essayé d'essuyer le gâteau, mon père lui a attrapé le bras et l'a tordu violemment. « N'y touche pas, mange-le comme ça ou crève de faim. » Papa a alors enfoncé le visage de ma fille dans le gâteau couvert de crachats. « Voilà ce que tu mérites. » Mon frère a filmé la scène en riant. « Ça va devenir viral », a-t-il lancé. Tous les autres enfants ont commencé à partir pendant que ma fille sanglotait, le visage couvert de gâteau. J'ai discrètement pris ma fille et nous sommes partis. 2 jours plus tard, j'ai reçu un appel de la conseillère d'orientation de l'école. Elle m'a dit, « Votre fils a dessiné quelque chose en classe aujourd'hui que nous devons vous montrer. » Quand elle m'a montré le dessin, la lumière du lundi après-midi filtrait par la fenêtre de son bureau tandis que Madame Patricia faisait glisser une feuille de papier de couleur sur sa table. Mes mains tremblaient en regardant le dessin au crayon de cire. Là, en très enfantin, se trouvait un gâteau rose, une silhouette aux longs cheveux noirs penchés dessus, et des gouttes sortant de sa bouche. Autour du gâteau se tenaient des bonshommes allumettes au visage triste. Une plus petite silhouette, dans un coin, avait des gribouillis sur tout le visage et des larmes qui coulaient. « Votre fils a 7 ans, » a dit doucement Madame A. Il m'a raconté que cela s'est passé à la fête d'anniversaire de sa sœur samedi. Est-ce que c'est exact? Je n'ai pas pu parler pendant un instant. Ma gorge s'est nouée alors que les souvenirs de ce samedi après-midi déferlaient à nouveau sur moi. Les 20 enfants réunis dans notre jardin, les ballons arc-en-ciel attachés à chaque chaise. Ma fille Lily, vêtue de sa nouvelle robe violette, si excitée qu'elle sautillait depuis l'aube. Puis ma sœur Charlotte, arrivant avec 2 heures de retard, accompagnée de ses 3 enfants et de cette expression sur son visage. Oui, ai-je finalement réussi à dire. Ça s'est passé exactement comme ça. Madame s'est penchée en avant. Je dois vous le demander directement. Votre père a-t-il agressé physiquement votre fille devant d'autres enfants et leurs parents? Le mot « agresser » a eu l'effet d'une douche froide. Depuis 2 jours, j'essayais de reformuler ça différemment dans mon esprit. Un coup de colère, un différend familial qui a dégénéré. N'importe quoi sauf ce que c'était réellement. Il lui a attrapé le bras assez fort pour laisser des bleus, ai-je dit. Puis il a poussé son visage dans le gâteau. Mon frère a tout filmé avec son téléphone. Madame a décroché son téléphone de bureau. J'appelle les services de protection de l'enfance. Ce qui est arrivé à votre fille constitue un abus et je suis tenue par la loi de le signaler. Je vous recommande également de parler à la police. Tout s'est enchaîné rapidement après cet appel. Un enquêteur de la protection de l'enfance nommé Daniel Morrison est venu chez nous ce soir-là. Il a photographié les ecchymoses en forme de doigts sur le haut du bras de Lily. Il l'a interrogée avec douceur pendant qu'elle serrait son lapin en peluche. Il a interrogé mon fils, Cameron, qui a décrit la fête avec des détails déchirants. Puis il m'a demandé de tout lui raconter. J'ai commencé par le contexte. Mes parents avaient toujours favorisé Charlotte. Elle était l'aînée, l'enfant chéri qui ne pouvait rien faire de mal. Quand elle a épousé son petit ami du lycée à 19 ans et est tombée enceinte immédiatement, mes parents lui ont organisé un mariage somptueux. Quand j'ai épousé mon mari, James, à 25 ans après avoir terminé mes études supérieures, ma mère s'est plainte du coût d'une nouvelle paire de chaussures. Charlotte a eu 3 enfants avant ses 28 ans. Mes parents lui ont offert une maison de 4 chambres en cadeau. Ils lui ont payé un nouveau monospace quand sa vieille voiture est tombée en panne. Ils ont couvert ses frais d'épicerie quand son mari a perdu son emploi. Pendant ce temps, James et moi avons acheté notre modeste maison nous-mêmes, économisé pendant des années pour pouvoir avoir 2 enfants, et ne leur avons jamais rien demandé. Le traitement différencié s'étendait aux petits-enfants. Mes parents emmenaient les enfants de Charlotte en vacances chaque été. Ils assistaient à chacun de leurs événements scolaires. Ils leur achetaient des cadeaux coûteux pour les anniversaires et les fêtes. Pour mes enfants,
ils oubliaient généralement complètement les anniversaires, ou se présentaient les mains vides avec des excuses. « Pourquoi avez-vous continué à les voir ?» a demandé Daniel. « Je gardais l'espoir que ça changerait, ai-je admis. Je pensais que si j'essayais plus fort, si je faisais tout bien, ils finiraient par me voir, moi et mes enfants, comme les égaux de Charlotte et des siens. » Daniel prenait des notes dans son dossier. « Parlez-moi de la fête. » J'ai décrit l'envoi des invitations 3 semaines à l'avance. J'avais tout planifié avec soin. La location d'un château gonflable, du maquillage pour enfants, des jeux avec des prix. J'avais passé 2 semaines à préparer et décorer moi-même le gâteau de Lily parce qu'elle voulait spécifiquement un thème de licorne arc-en-ciel. Le gâteau m'avait pris 8 heures à réaliser, entre les couches, le glaçage et les décorations en pâte à sucre. Charlotte est arrivée à 15 heures. La fête avait commencé à 13 heures. Elle est entrée dans le jardin où tous les enfants jouaient, a regardé autour d'elle avec un dédain évident et a annoncé à voix haute qu'elle venait de rentrer du tournoi de football de son fils, où il avait marqué le but de la victoire. Personne ne s'en soucie aujourd'hui, avais-je dit doucement. C'est la journée de Lily. Ma mère, arrivée avec Charlotte, a immédiatement pris sa défense. Ne sois pas impoli avec ta sœur. Elle a un emploi du temps chargé avec 3 enfants. J'ai laissé passer. Je laissais toujours tout passer. C'était mon rôle dans la famille. Nous avons rassemblé tout le monde pour le gâteau vers 15h30. Lily se tenait en bout de table, le visage rayonnant de bonheur. Tous ses amis de la maternelle l'entouraient, chantant faux. James se tenait à côté d'elle, le bras autour de ses épaules. Cameron sautillait d'excitation, attendant sa part de gâteau. C'est alors que Charlotte s'est approchée de la table. Je pensais qu'elle se positionnait pour les photos. Au lieu de ça, elle s'est penchée sur le gâteau et a craché directement sur la crinière glacée de la licorne. Les chants ont cessé. Chaque enfant la fixait. Plusieurs parents ont eu un hoquet de surprise. Le visage de Lily s'est instantanément décomposé. « Pourquoi tu as fait ça, tata Charlotte ?» a-t-elle demandé à travers ses larmes. Charlotte a souri. Elle a vraiment souri. « Parce que tu ne mérites pas un joli gâteau. » J'étais figée. Mon cerveau n'arrivait pas à comprendre ce qui venait de se passer. Ça ne pouvait pas être réel. Ma sœur ne pouvait pas avoir délibérément ruiné le gâteau d'anniversaire de ma fille devant tout le monde. Ma mère s'est alors avancée. Elle a raison. Les enfants de ta sœur sont plus importants. Ils méritent les bonnes choses, pas les tiens. Lily a tendu la main vers une serviette, essayant d'essuyer le crachat du gâteau. C'est à ce moment-là que mon père a bougé. Il lui a attrapé le bras avec une force telle qu'elle a poussé un cri. « N'y touche pas », a-t-il grondé. « Mange-le comme ça ou crève de faim. » James s'est précipité vers eux, mais mon père a été plus rapide. Il a enfoncé le visage de Lily dans le gâteau, l'écrasant dans le glaçage que j'avais passé des heures à perfectionner. Lily sanglotait, le gâteau couvrant ses cheveux, sa nouvelle robe, son visage. Mon frère Tyler a sorti son téléphone. « Ça va faire le buzz », a-t-il annoncé en riant pendant qu'il filmait. Les autres parents ont immédiatement commencé à rassembler leurs enfants. J'ai entendu des bribes de leur conversation alors qu'ils se précipitaient vers la sortie, dégoûtés, horrifiés. « Plus jamais », disait-il. Plusieurs se sont arrêtés pour s'excuser auprès de moi avant de partir, regardant les membres de ma famille comme s'ils étaient des animaux dangereux. J'ai pris Lily dans mes bras, couverte de gâteau, et je l'ai portée à l'intérieur. Cameron a suivi, en pleurant. James est resté dans le jardin, échangeant des mots avec mon père que je ne pouvais pas entendre. Le temps que je nettoie Lily, tout le monde était parti. Le jardin était vide, à l'exception des décorations de fête abandonnées et du gâteau ruiné. Daniel Morrison a écouté tout cela sans m'interrompre. Quand j'ai eu fini, il a fermé son carnet. « Je dépose un rapport recommandant des poursuites pour maltraitance d'enfants contre votre père », a-t-il dit. La preuve vidéo que votre frère a prise sera cruciale. Je vous recommande également d'obtenir une ordonnance restrictive contre toute votre famille. Est-ce que ça aidera vraiment, ai-je demandé. C'est une limite légale, a-t-il expliqué. La violer a des conséquences.
Pour l'instant, leurs actions n'en ont aucune. La police est venue le lendemain. La détective Lauren Walsh a pris ma déposition et est allée récupérer la vidéo auprès de Tyler. Il l'avait déjà postée en ligne. Elle m'a dit qu'elle avait 30 000 vues et que le nombre ne cessait d'augmenter. Les commentaires étaient majoritairement horrifiés. Les gens la partageaient avec des légendes comme « la pire famille du monde » et « c'est de la maltraitance d'enfants ». La vidéo de votre frère va me faciliter grandement la tâche, a dit la détective Walsh. Nous avons des preuves claires d'agression sur mineurs. Je m'intéresse aussi à l'aspect du complot. Ce n'était pas spontané. Plusieurs membres de la famille y ont participé. Je n'y avais pas pensé sous cet angle, mais elle avait raison. Charlotte avait commis l'acte initial. Ma mère l'avait encouragée. Mon père avait escaladé jusqu'à la violence physique. Tyler l'avait filmé pour se divertir. Ils avaient tous participé. James a engagé un avocat nommé Robert Brennan. Il était spécialisé en droit de la famille et avait de l'expérience avec les ordonnances restrictives. Il a écouté notre histoire avec une colère croissante. Ce qu'ils ont fait dépasse le dysfonctionnement familial typique, a dit Robert. Nous allons engager des poursuites pénales et civiles. Vous pouvez les poursuivre pour détresse émotionnelle, frais médicaux pour la thérapie dont vos enfants auront besoin, et dommages et intérêts punitifs. La preuve vidéo rend cela exceptionnellement simple. Obtenir l'ordonnance restrictive a pris 3 jours. Le juge a regardé la vidéo et n'a pas hésité. Mes parents, Charlotte et Tyler ont tous eu l'interdiction de s'approcher à moins de 150 mètres de moi, de James ou de nos enfants. Il leur était interdit de nous contacter directement ou par des tiers. Mon père a violé l'ordonnance en moins de 24 heures. Il s'est présenté chez moi, martelant la porte, hurlant que je déchirais la famille pour rien. J'ai appelé la police pendant qu'il se tenait sur mon porche, fulminant contre les enfants irrespectueux et affirmant qu'il avait tout à fait le droit de discipliner sa petite fille. Les agents sont arrivés en quelques minutes et l'ont arrêté sur le champ. Cela aide considérablement votre dossier, m'a dit Robert plus tard. Les juges n'apprécient guère les violations immédiates. L'affaire pénale a progressé. Mon père a été inculpé de voies de fait sur mineurs, de mise en danger d'enfants et de violation d'une ordonnance de protection. Charlotte a été accusée de mise en danger d'enfants. Tyler a été accusé de contribution à la délinquance d'un mineur pour avoir filmé et diffusé la vidéo. Ma mère a été accusée de complicité. Ils ont engagé un avocat de la défense qui a tenté de faire valoir qu'il s'agissait d'une affaire de famille montée en épingle. La procureure, une femme nommée Angela Reeves, a démoli cet argument en projetant la vidéo en audience publique. Plusieurs personnes dans la salle ont eu un hoquet de surprise. L'expression du juge est devenue glaciale. Il ne s'agit pas d'un différend familial, a déclaré Angela clairement. Il s'agit d'un abus coordonné sur une enfant de 4 ans, documenté en vidéo et partagé publiquement pour le divertissement. Les accusés ne montrent aucun remords. Le grand-père a violé une ordonnance restrictive en quelques heures. Ce ne sont pas des gens qui s'arrêteront sans intervention. Lors de la phase de communication des pièces, nous avons appris des informations encore plus troublantes. Les relevés téléphoniques de Tyler montraient un échange de SMS de groupe entre mes parents, Charlotte et lui le matin de la fête. Les messages m'ont glacé le sang. Charlotte, j'arrive pas à croire qu'elle pense que ses gosses méritent une fête. Ma mère, il faut qu'on lui rappelle sa place. Mon père, laissez-moi faire. Je m'en occupe. Tyler, assure-toi que ce soit bien. Je vais le filmer. Il l'avait planifié. Tout était prémédité. Ils avaient discuté de l'humiliation de ma fille avant même d'arriver. Robert a intenté une action civile armée de ses preuves. Nous les avons poursuivis tous les 4 pour infliction intentionnelle de détresse émotionnelle, voies de fait et complot. Les dommages et intérêts que nous demandions étaient substantiels, frais de thérapie pour les 2 enfants, frais médicaux pour soigner les bleus de Lily, compensation pour le traumatisme émotionnel, et dommages punitifs pour envoyer un message. Ma famille élargie a commencé à me contacter. La sœur de ma mère, ma tante Carole, m'a appelée en sanglotant. Je ne savais pas que les choses étaient devenues si graves, a-t-elle dit.
Ta mère a toujours fait croire que tu étais hypersensible et que tu créais des problèmes. Elle n'a jamais mentionné le favoritisme ou la façon dont il traitait tes enfants. D'autres parents se sont manifestés avec leurs propres histoires. Apparemment, mes parents avaient une longue histoire de favoritisme, pas seulement avec leurs enfants, mais avec leurs cousins, nièces et neveux. Quiconque les défiait était mis à l'écart et critiqué auprès du reste de la famille. L'audience préliminaire a été difficile. Charlotte a témoigné et a effectivement défendu ses actions. Elle a prétendu que Lily était gâtée et devait apprendre que le monde ne tournait pas autour d'elle. Elle a dit qu'elle avait rendu service à ma fille en lui enseignant cette leçon tôt. La procureure a demandé à Charlotte si elle pensait que cracher sur le gâteau d'anniversaire d'une enfant de 4 ans était un conseil parental approprié. Charlotte a maintenu sa position, insistant sur le fait que les enfants d'aujourd'hui étaient trop choyés et avaient besoin de dures leçons de réalité. Plusieurs jurés semblaient dégoûtés. Une femme âgée dans le box des jurés a secoué la tête de manière visible. Entre l'audience préliminaire et le procès, quelque chose d'inattendu s'est produit. La vidéo postée par Tyler est devenue plus que virale. Elle est devenue un cas d'école. Les médias s'en sont emparés. Des experts en parentalité l'ont disséqué à la télévision. Des professeurs de psychologie l'ont utilisé dans leurs cours sur le dysfonctionnement familial et le traumatisme générationnel. Un talk-show matinal nous a contactés pour une interview. James et moi en avons discuté pendant des heures. Une partie de moi voulait me cacher, garder notre douleur privée, mais une autre partie reconnaissait l'opportunité de parler publiquement de ce que le favoritisme fait aux familles, de la façon dont l'abus se cache souvent derrière l'étiquette de « discipline ». Nous avons accepté de faire l'interview avec nos visages masqués et nos voix modifiées pour protéger les enfants. L'animatrice, une femme nommée Patricia Drummond, a mené le segment avec une sensibilité surprenante. Elle n'a pas cherché le sensationnalisme. Elle a posé des questions réfléchies sur les signes avant-coureurs, sur les raisons pour lesquelles les victimes restent dans des systèmes familiaux toxiques, sur la manière de briser les schémas générationnels. « Comment n'avez-vous pas vu cela venir ?» a demandé doucement Patricia. « Parce que j'avais normalisé des années de petite cruauté », ai-je expliqué. Quand on grandit en s'entendant dire qu'on est moins important que son frère ou sa sœur, on commence à y croire. On accepte d'être oublié, négligé. Critiqué. Chaque incident individuel semble gérable. On ne reconnaît pas le schéma jusqu'à ce que quelque chose de si flagrant se produise qu'on ne peut plus l'excuser. L'interview a été diffusée un jeudi matin. Mon téléphone a explosé de messages de personnes à qui je n'avais pas parlé depuis des années. D'anciens camarades de classe, des cousins éloignés, d'anciens collègues. La plupart offraient leur soutien. Certains partageaient leurs propres histoires de favoritisme familial et de boucs émissaires. Les réactions m'ont fait réaliser à quel point cette dynamique était courante. Combien de personnes souffraient en silence parce qu'elles avaient été conditionnées à l'accepter. Mais tout le monde n'était pas solidaire. Les amis de Charlotte ont lancé une campagne sur les réseaux sociaux pour la défendre. Ils ont prétendu que la vidéo était sortie de son contexte, que j'avais toujours été jalouse d'elle, que j'instrumentalisais mes enfants pour attirer la sympathie. Ils ont posté de vieilles photos de réunions de famille où tout le monde avait l'air heureux, comme si un sourire sur une photo prouvait l'absence d'abus. Robert m'a conseillé d'ignorer complètement cela. Leur répondre, c'est leur donner de l'oxygène, a-t-il dit. Laissez-les crier dans le vide. Les condamnations pénales parlent plus fort que leurs tentatives désespérées de manipulation. Il avait raison, mais voir des gens défendre l'indéfendable faisait quand même mal. C'étaient des femmes qui avaient assisté au baby shower de Charlotte, qui avaient célébré les fêtes avec ma famille, qui avaient été témoins d'années de traitements différenciés et n'avaient rien dit. Maintenant, elles se ralliaient à elle, recadrant un abus documenté comme un malentendu. La stratégie de la défense est devenue plus claire à l'approche du procès. Il prévoyait de soutenir que j'avais été une narratrice peu fiable de ma propre vie, que ma perception du favoritisme était déformée par une insécurité personnelle, et que ce qui s'était passé à la fête était un incident isolé, exagéré par une mère hypersensible. Robert m'a préparé à cela lors de nos séances de préparation au procès. Ils vont vous dépeindre comme vindicative et manipulatrice, m'a-t-il prévenu.
Ils suggéreront que vous avez coaché les enfants, mis en scène des réactions, voire orchestré tout l'événement pour piéger votre famille. Comment peuvent-ils prétendre que j'ai orchestré ça alors que les SMS de Tyler montrent qu'ils l'ont planifié, ai-je demandé. La logique n'est pas leur but, a dit Robert. Créer un doute raisonnable, voilà leur objectif. S'ils peuvent faire douter ne serait-ce qu'un seul juré de votre crédibilité, ils gagnent. Nous avons passé des semaines à préparer mon témoignage. Robert m'a entraîné à rester calme, à ne répondre qu'à ce qui était demandé, à ne pas devenir défensive ou émotive. Il a fait appel à une consultante en jury nommée Dr Valérie Stevens, qui a expliqué comment les jurés perçoivent les témoins. La colère vous fait paraître vindicative, a expliqué le Dr Stevens. Les larmes vous font paraître manipulatrice. Vous devez présenter les faits clairement et les laisser parler d'eux-mêmes. Votre travail n'est pas de convaincre qui que ce soit que vous êtes blessé. Les preuves le font. Votre travail est d'être crédible. Cela me semblait mal de devoir feindre le calme à propos du traumatisme de ma fille, mais je comprenais la stratégie. Le système judiciaire exigeait des témoignages mesurés, pas un chagrin brut. Pendant cette période de préparation, ma compréhension de mes parents a changé. Robert a demandé leur dossier financier dans le cadre de la procédure de communication des pièces pour le procès civil. Ce que nous avons trouvé était à la fois éclairant et horrifiant. Au cours des 15 dernières années, mes parents avaient donné à Charlotte environ 380 000 $, la compte pour la maison, le monospace, des prêts mensuels jamais remboursés, des factures de carte de crédit payées plusieurs fois, des vacances financées, les courses couvertes, les frais médicaux pris en charge, les frais de scolarité privés pour ses enfants. Au cours de la même période, ils m'avaient donné un total de 800 $, une fois pour mon diplôme, une fois pour mon mariage, rien pour la naissance de mes enfants, rien pour les urgences, rien pour les fêtes au-delà de cadeaux symboliques. Cela établit un schéma et une intention, a dit Robert en étudiant les feuilles de calcul. Ce n'est pas seulement du favoritisme émotionnel. Ils ont soutenu financièrement un enfant tout en abandonnant essentiellement l'autre. Cela va résonner auprès du jury. Nous avons également découvert que mes parents avaient contracté une deuxième hypothèque sur leur maison spécifiquement pour financer le style de vie de Charlotte. Ils avaient emprunté sur leur retraite pour payer les activités extrascolaires de ses enfants, ses vacances en famille, ses rénovations. Pendant ce temps, ils me disaient à plusieurs reprises qu'ils ne pouvaient pas se permettre d'aider avec les besoins de mes enfants. James regardait les chiffres avec une colère grandissante. Ils ont choisi cela, a-t-il dit doucement. Ils se sont délibérément appauvris pour soutenir Charlotte tout en te disant qu'il n'y en avait pas assez pour tout le monde. La pénurie était fabriquée. La prise de conscience m'a fait plus mal que prévu. J'avais passé des années à croire que mes parents avaient simplement des ressources limitées et donnaient la priorité aux petits-enfants qui avaient le plus besoin d'aide. Découvrir qu'ils s'étaient endettés spécifiquement pour favoriser un enfant par rapport à l'autre a brisé cette rationalisation. L'arrestation de mon père pour violation de l'ordonnance restrictive a créé des complications supplémentaires. Il s'était présenté à l'école de Lily en essayant de la voir pendant la récréation. Les caméras de sécurité de l'école avaient tout filmé, lui s'approchant de la clôture, Lily le voyant et courant vers son enseignante, terrifiée. L'enseignante avait immédiatement fait rentrer tous les enfants à l'intérieur tout en appelant le 911. Le procureur a ajouté des charges supplémentaires, tentative de contact avec un mineur protégé par une ordonnance du tribunal, intrusion sur une propriété scolaire, harcèlement. Chaque charge entraînait ses propres peines. Lors de sa comparution pour ces nouvelles accusations, l'avocat de mon père a tenté de faire valoir qu'il voulait juste voir sa petite fille, que les droits des grands-parents étaient bafoués, que l'ordonnance restrictive était excessive. Le juge est resté impassible. L'accusé a violemment agressé cet enfant, a déclaré fermement le juge. Il n'a montré aucun remords. Il a violé l'ordonnance de protection initiale en quelques heures. Maintenant, il tente d'accéder à elle à l'école, où elle devrait se sentir en sécurité. Cela démontre un comportement d'escalade, pas de l'amour de grand-père. La caution est fixée à 50 000 $. Mon père a passé 2 semaines en prison avant que sa famille puisse payer la caution. Selon la sœur de ma mère, ma tante Carole, qui lui a rendu visite une fois,
il a fulminé tout le temps contre les enfants ingrats et son droit de discipliner sa famille comme il l'entendait. Il m'a tout reproché, affirmant que j'avais monté les enfants contre lui. Il ne comprend vraiment pas ce qu'il a fait de mal, m'a dit ma tante Carole autour d'un café un après-midi. J'ai essayé de lui expliquer qu'on ne peut pas agresser une enfant de 4 ans, et il n'arrêtait pas de dire que les enfants ont besoin d'une main ferme. Ta mère le sait bien. Elle continue de dire à qui veut l'entendre que tu as toujours été dramatique et difficile. Tu crois ça, ai-je demandé directement. Ma tante Carole m'a regardé dans les yeux. Je crois que j'ai vu ma sœur t'ignorer à chaque réunion de famille pendant 30 ans tout en flattant Charlotte. Je crois que j'ai vu le traitement différencié et que je n'ai rien dit parce que l'affronter semblait plus difficile que de rester silencieuse. Je crois que je t'ai laissé tomber en étant une spectatrice. Je suis désolée pour ça. Son honnêteté signifiait quelque chose. Tous les membres de ma famille élargie n'étaient pas prêts à reconnaître leur complicité. La plupart préféraient la fiction confortable selon laquelle il s'agissait d'un incident isolé plutôt que l'aboutissement de décennies de toxicité. Le procès lui-même a duré 6 jours. L'accusation a bâti son dossier méthodiquement. Le premier jour s'est concentré sur la fête elle-même, la vidéo, les témoignages des parents présents, les photos des blessures de Lily. Le deuxième jour a couvert la planification, les SMS, les relevés téléphoniques, établissant la préméditation. Le troisième jour a abordé les violations et l'escalade de mon père. Ma mère a témoigné qu'elle n'avait fait que soutenir sa fille aînée, comme toute bonne mère le ferait. Elle a prétendu que j'avais toujours été jalouse de Charlotte et que j'utilisais cet incident pour attirer l'attention. Le procureur a projeté à nouveau la vidéo, demandant à ma mère d'expliquer comment défendre quelqu'un qui crache sur un gâteau pouvait être considéré comme un soutien. Ma mère est devenue confuse et s'est contredite plusieurs fois. Le témoignage de mon père a peut-être été le plus préjudiciable à leur défense. Il n'a montré absolument aucun remords. Il a déclaré fermement qu'il avait tout à fait le droit de discipliner ses petits-enfants comme il l'entendait, qu'il était nécessaire d'attraper Lily pour l'empêcher d'aggraver les choses, et que si je l'avais élevée correctement, rien de tout cela ne serait arrivé. Vous avez enfoncé le visage d'une enfant de 4 ans dans un gâteau, a dit lentement le procureur. Vous l'avez blessée. Vous l'avez traumatisée. Et vous croyez que c'était approprié ? Les enfants doivent apprendre les conséquences, a répondu obstinément mon père. Quelles conséquences devait-elle apprendre, a insisté le procureur. La conséquence d'être né d'une fille que vous ne favorisez pas. L'avocat de la défense s'est opposé, mais le mal était fait. Le jury avait entendu mon père admettre essentiellement son parti pris. Le témoignage de Tyler a tenté de le présenter comme un spectateur innocent qui avait simplement documenté ce qui s'était passé. Le procureur a détruit cela en montrant les SMS planifiant l'événement. Tyler n'a pas pu expliquer pourquoi il avait décrit la scène comme « devenant virale » avant qu'elle ne se produise, à moins qu'il n'ait su que quelque chose de digne d'être viral était prévu. Le procès pénal a duré 3 jours. Le jury a délibéré pendant 2 heures. Coupable sur tous les chefs d'accusation pour mon père. Coupable pour Charlotte. Coupable pour Tyler sur des charges réduites. Ma mère a été reconnue coupable de complicité et de mise en danger d'enfant. La sentence a été prononcée 2 semaines plus tard. Mon père a écopé de 12 mois de prison d'État plus 3 ans de probation. Charlotte a eu 6 mois de prison du comté, suspendue à 3 mois avec crédit pour le temps purgé, plus une probation et des cours de parentalité obligatoires. Tyler a reçu 4 mois plus des travaux d'intérêt général. Ma mère a eu une probation, des travaux d'intérêt général et une thérapie familiale obligatoire. Plus important encore, ils ont tous reçu l'ordre de n'avoir aucun contact avec mes enfants jusqu'à ce qu'ils aient 18 ans. Le juge a déclaré clairement que leur comportement démontrait qu'ils représentaient un danger pour les mineurs et qu'on ne pouvait pas leur faire confiance pour se comporter de manière appropriée. Les semaines qui ont suivi la condamnation pénale ont apporté des développements inattendus. Une journaliste nommée Catherine Mills d'un magazine national a contacté Robert pour lui demander la permission d'écrire un article de fond sur notre cas. Elle faisait des recherches sur l'éloignement familial et la dynamique du bouc émissaire pour un article plus large sur la façon dont le favoritisme détruit les familles.
J'ai interviewé des dizaines de personnes avec des histoires similaires, a expliqué Catherine lors de notre première rencontre. Mais peu ont la documentation que vous avez. Les SMS prouvant la préméditation, la preuve vidéo, les dossiers financiers montrant des décennies de traitements différenciés. Votre cas illustre quelque chose d'important sur le fonctionnement et la perpétuation de l'abus familial. James et moi avons discuté de notre participation. Nous avions déjà fait une interview avec des identités modifiées. Ce serait différent. Catherine voulait utiliser de vrais détails, de vrais noms issus des archives judiciaires publiques, une véritable analyse de ce qui s'était passé et pourquoi. Les noms de nos enfants seraient publics, ai-je dit avec hésitation. Nous pouvons utiliser des pseudonymes pour les mineurs, a proposé Catherine. Les accusés adultes sont déjà nommés dans les documents judiciaires, mais je veux raconter cette histoire complètement. Pas seulement la fête, mais les décennies de contexte qui y ont mené, le favoritisme financier, la négligence émotionnelle, le gaslighting sur vos propres expériences. Nous avons accepté sous condition. L'identité des enfants serait protégée. Nous relirions l'article avant publication pour vérifier l'exactitude des faits. Catherine pourrait interviewer notre avocat, l'enquêteur de la protection de l'enfance, le procureur, mais elle ne pourrait pas approcher nos enfants ou leur thérapeute. Catherine a passé 3 mois à faire des recherches. Elle a interviewé ma tante Carole sur la dynamique familiale dont elle avait été témoin. Elle a parlé à des voisins qui avaient vu le traitement différencié. Elle a retrouvé des parents qui avaient assisté à la fête et qui étaient prêts à témoigner officiellement. Elle a consulté des psychologues sur les dynamiques de boucs émissaires et d'enfants chéris. Quand elle nous a envoyé le projet d'article, j'ai pleuré en le lisant. Elle avait tout saisi. Pas seulement ce qui s'était passé, mais pourquoi. Comment le favoritisme opère à travers des milliers de petits choix. Comment les familles manipulent les membres boucs émissaires pour leur faire accepter les mauvais traitements comme normaux. Comment les enfants héritent des préjugés de leurs parents et les perpétuent. Comment la documentation et les conséquences légales peuvent briser des cycles que des générations de silence n'ont pas pu briser. L'article a été publié en août, 6 mois après la condamnation pénale. Il était intitulé « Le gâteau d'anniversaire qui a révélé des décennies d'abus familial ». En quelques jours, il avait été partagé des centaines de milliers de fois. Des groupes de soutien pour adultes éloignés de leur famille l'ont cité. Des thérapeutes l'ont partagé avec leurs clients. Des universités l'ont ajouté à leur programme sur les systèmes familiaux. La réponse a été écrasante. Ma boîte de réception s'est remplie de messages d'étrangers partageant leurs propres histoires. Des gens qui avaient été les boucs émissaires de leur famille. Des gens qui avaient vu leurs frères et sœurs tout recevoir alors qu'ils ne recevaient rien. Des gens à qui on avait dit qu'ils étaient trop sensibles lorsqu'ils nommaient le traitement différencié. Une femme a écrit: J'ai 63 ans et j'ai passé toute ma vie à me demander si j'avais imaginé le favoritisme de mes parents. Votre histoire et les preuves que vous avez rassemblées ont prouvé que je ne suis pas folle. Merci d'avoir parlé. Un autre message venait d'un jeune père: Mes parents préfèrent ouvertement les enfants de mon frère aux miens. J'ai trouvé des excuses, en me disant que ce n'est pas si grave. Votre histoire m'a montré où cela mène si je ne protège pas mes enfants maintenant. Nous avons coupé les ponts depuis hier. L'article a également déclenché des réactions négatives. Une blogueuse spécialisée dans la défense des droits des grands-parents a écrit une réponse cinglante, affirmant que je faisais partie d'une tendance dangereuse d'enfants adultes qui instrumentalisent l'accès à leurs petits-enfants. Elle a soutenu que les changements culturels vers le respect des limites détruisaient la cohésion familiale et que les générations précédentes géraient les conflits sans intervention légale. Robert a ri en la lisant. Les générations précédentes normalisaient aussi la violence domestique et la maltraitance des enfants. Le fait que papy et mamie pouvaient frapper leurs enfants en toute impunité ne crée pas une saine cohésion familiale. Le procès civil a eu lieu en novembre, 9 mois après la fête et 5 mois après la condamnation pénale. Le temps intermédiaire avait été rempli de communications de pièces, de dépositions et de preuves accumulées. Avec des verdicts de culpabilité déjà enregistrés, notre dossier était solide, mais Robert voulait qu'il soit écrasant. Nous ne cherchions pas seulement une compensation. Nous voulions une déclaration selon laquelle ce qui s'était passé avait des conséquences durables au-delà des sanctions pénales.
Robert a présenté des preuves du favoritisme à long terme, des dommages psychologiques pour mes enfants, des coûts de la thérapie continue. Mais il a également fait appel à des témoins experts que je n'avais pas prévus. Nous emmenions les 2 enfants voir le docteur Frances Whitmore, une psychologue pour enfants. Elle a témoigné des cauchemars de Lily, de sa peur des réunions de famille, de son anxiété face à la nourriture. Elle a parlé des dessins de Cameron, de son inquiétude pour sa sœur, de sa peur d'être le prochain. Le jury a écouté attentivement tandis qu'elle expliquait l'impact durable de ce dont ils avaient été témoins. James a témoigné du fait de rentrer du travail pour trouver les 2 enfants en larmes. De Lily qui sursautait quand il tendait la main pour la serrer dans ses bras, de Cameron qui demandait si grand-père allait revenir pour leur faire du mal. Sa voix s'est brisée plusieurs fois. Plusieurs jurés ont essuyé leurs larmes. J'ai témoigné en dernier. Robert m'a fait parcourir des années de traitements différenciés, l'accumulation de petites cruautés et de grandes injustices. Comment j'avais minimisé et excusé cela pendant des décennies. Comment je m'étais convaincu que ce n'était pas si grave. Comment voir le visage de ma fille couvert de gâteaux, entendre ses sanglots, regarder mon père lui faire du mal avait finalement brisé mon déni. Que voulez-vous que les gens comprennent à propos de cette journée, a demandé Robert. Que ce n'était pas soudain, ai-je dit. C'était l'aboutissement de toute une vie de mépris. Ils n'ont pas soudainement décidé d'humilier une enfant de 4 ans à sa fête d'anniversaire. Ils traitaient moi et mes enfants comme inférieurs depuis des années. Ce jour-là, ils ont juste arrêté de le cacher. Le jury civil nous a accordé tout ce que nous avions demandé, plus des dommages et intérêts punitifs supplémentaires. Le jugement total s'élevait à 275 000 $, à payer conjointement et solidairement par les 4 accusés. Mes parents allaient perdre leur maison pour le payer. Charlotte allait déclarer faillite. Tyler allait le rembourser pendant des années. Robert a souri lorsque le verdict a été lu. Cela les suivra pour le reste de leur vie. Ils ne s'en remettront jamais financièrement. Est-ce mesquin de ma part, ai-je demandé, d'être contente qu'ils perdent tout? Ils ont détruit la fête d'anniversaire d'une enfant pour se sentir puissant, a-t-il répondu. Ils méritent de tout perdre. Les conséquences ont mis des mois à se régler. Mes parents ont bien perdu leur maison en saisie immobilière. Ils ont déménagé dans un petit appartement de l'autre côté de la ville. Le mari de Charlotte, Marcus, a divorcé, citant l'incident et son manque total de remords comme preuve qu'elle était une mère inapte. Ses propres enfants ont commencé à avoir des problèmes de comportement, peut-être à cause de la cruauté de leur mère ou en réalisant que leurs grands-parents pouvaient se retourner contre n'importe qui. Tyler a perdu son emploi lorsque son employeur a trouvé la vidéo et vu le verdict de culpabilité. Sa réputation était détruite. Il a déménagé hors de l'État pour essayer d'y échapper, mais Internet n'oublie jamais. La vidéo avait été partagée des millions de fois. Son visage était associé au rire face à la maltraitance d'enfants. Ma famille élargie s'est divisée. Certains parents ont complètement coupé les ponts avec mes parents et mes frères et sœurs. D'autres ont maintenu le contact, mais ont reconnu que ce qui s'était passé était mal. Quelques-uns ont essayé de jouer sur les 2 tableaux, ce que j'ai rapidement arrêté. J'avais appris ma leçon sur le fait de tolérer les gens qui permettent les abus. La partie la plus difficile a été d'aider mes enfants à guérir. Lily a fait des cauchemars pendant des mois. Elle est devenue anxieuse à l'idée des fêtes d'anniversaire, même celles de ses amis. Elle a développé des problèmes de confiance lors des réunions de famille de toutes sortes. Le docteur Whitmore nous a assuré que c'était une réponse traumatique normale et que cela s'améliorerait avec le temps et la thérapie. Cameron luttait contre la colère. Il sentait qu'il aurait dû protéger sa sœur d'une manière ou d'une autre, même s'il n'avait que 7 ans. Il dessinait des images de lui-même en super-héros, combattant des méchants qui ressemblaient étrangement à ses grands-parents. Le docteur Whitmore l'a aidé à traiter ses sentiments et à comprendre qu'il n'était pas responsable du comportement des adultes. James a dû gérer sa culpabilité. Il n'arrêtait pas de dire qu'il aurait dû intervenir physiquement plus rapidement, qu'il aurait dû le voir venir, qu'il aurait dû mieux les protéger. Je lui ai rappelé qu'aucun de nous ne s'attendait à ce que des grands-parents agressent leur petite fille à une fête d'anniversaire. Ce niveau de méchanceté n'est pas quelque chose que les gens normaux anticipent.
Ma propre thérapie s'est concentrée sur le déballage de décennies de gaslighting. Le docteur Margaret Chen m'a aidé à comprendre comment j'avais été conditionnée à accepter les mauvais traitements comme normaux. Comment j'avais minimisé les abus parce que le reconnaître signifiait reconnaître que mes parents ne m'aimaient pas comme des parents devraient le faire. Comment j'avais soumis mes enfants à des personnes nuisibles parce que je ne pouvais pas faire face à cette vérité. Vous avez brisé le cycle, m'a dit le docteur Chen lors d'une séance. La génération de vos parents vous a blessé. Vous avez choisi de ne pas les laisser blesser vos enfants. Cela a demandé un courage énorme. Un an après la fête, nous avons organisé une autre fête d'anniversaire pour Lily. Elle a eu 5 ans. Je lui ai demandé à plusieurs reprises si elle voulait une fête, lui donnant toutes les occasions de dire non, mais elle a insisté, à condition que certaines personnes ne soient pas invitées. Nous avons loué un pavillon dans un parc local, invité toute sa classe de maternelle et leurs parents. Engagé des animateurs professionnels et un traiteur pour que je puisse me concentrer uniquement sur elle. Elle a demandé un gâteau papillon cette fois, et nous l'avons commandé à la meilleure pâtisserie de la ville. La fête était magnifique. Lily a ri, joué et ouvert ses cadeaux avec une joie sincère. Cameron courait avec les autres enfants, son anxiété protectrice antérieure s'étant apaisée. James et moi les regardions tous les deux avec soulagement et gratitude. Quand nous avons chanté « Joyeux anniversaire » et que Lily a soufflé ses bougies, j'ai pleuré. Pas des larmes de tristesse cette fois, mais la reconnaissance du chemin parcouru. Ma fille souriait. Mes enfants étaient en sécurité. Nous construisions de nouvelles traditions, non souillées par des personnes toxiques. Après le départ de tous les invités, alors que nous rangions, Lily m'a serré fort dans ses bras. Maman, c'était le meilleur anniversaire de tous les temps, a-t-elle dit. Mieux que l'année dernière, ai-je demandé doucement. Nous avions commencé à parler de l'incident de manière adaptée à son âge. Tellement mieux, a-t-elle confirmé. Parce que tout le monde ici m'aime pour de vrai. Cette simple phrase résumait tout. Le véritable amour n'humilie pas. La vraie famille ne conspire pas pour blesser les plus vulnérables. Les vraies relations ne vous obligent pas à accepter les abus pour les maintenir. 2 ans plus tard, nous avons complètement reconstruit nos vies. Mes enfants s'épanouissent en thérapie et deviennent des enfants confiants. James et moi sommes plus forts pour avoir affronté cela ensemble. Nous avons créé une famille choisie, composée d'amis et des parents qui nous ont soutenus. Mes parents ont tenté de nous contacter une fois par une lettre qui a réussi à contourner l'ordonnance de non-contact. La lettre affirmait qu'ils avaient appris leur leçon et voulaient une relation avec leurs petits-enfants. Il n'y avait aucune excuse, juste des déclarations vagues sur des malentendus et le besoin d'aller de l'avant. Robert a conseillé de la détruire sans répondre. L'ordonnance restrictive reste en vigueur. Toute tentative de contact pourrait être poursuivie. Ils n'ont pas changé, a-t-il dit. Cette lettre ne reconnaît même pas ce qu'ils ont fait. Ils veulent un accès à vos enfants, mais ils n'admettront pas pourquoi ils l'ont perdu. Il avait raison. Un vrai changement exige une prise de responsabilité. Il n'en avait jamais montré aucune. Charlotte a fait une tentative similaire par l'intermédiaire d'une connaissance commune. Elle voulait s'expliquer et arranger les choses. Lorsque j'ai refusé par l'intermédiaire de mon avocat, elle a posté sur les réseaux sociaux des messages sur les filles cruelles qui abandonnent leur famille pour de petites disputes. Les réponses l'ont rapidement fait taire. Des gens qui avaient vu la vidéo ont commenté avec des liens. De nouvelles personnes ont trouvé la vidéo et l'ont partagée avec des réactions de plus en plus horrifiées. Charlotte a supprimé le message en quelques heures, mais les captures d'écran sont éternelles. Tyler a déménagé 2 fois de plus, cherchant des emplois dans des endroits où sa notoriété ne s'était pas encore étendue. Chaque fois, quelqu'un finissait par le reconnaître. Aux dernières nouvelles, il travaillait dans le commerce de détail sous un nom légèrement modifié, essayant d'échapper à son passé. Je me demande parfois s'ils ne comprennent vraiment pas ce qu'ils ont fait de mal, ou s'ils comprennent et s'en moquent tout simplement. J'en ai conclu que cela n'a pas d'importance. Leur manque de remords m'a libéré de toute obligation de pardonner ou de me réconcilier. Quelque chose d'inattendu s'est produit environ 18 mois après le verdict civil. L'ex-mari de Charlotte, Marcus, a pris contact par l'intermédiaire de Robert.
Il voulait me rencontrer, disait-il, pour s'excuser de son rôle dans la dynamique familiale. Robert a conseillé la prudence, mais quelque chose dans la demande semblait sincère. Nous nous sommes rencontrés dans un café du centre-ville, en territoire neutre. Marcus avait l'air épuisé, plus vieux que ses 42 ans. Il a commandé un café qu'il n'a pas bu et a commencé à parler immédiatement. Je savais ce qui se passait, a-t-il dit sans préambule. J'ai vu tes parents favoriser Charlotte pendant 15 ans. J'ai vu comment ils te traitaient, toi et tes enfants, différemment. Je n'ai jamais rien dit parce que cela nous profitait financièrement. Cette maison qu'ils nous ont achetée. Je savais qu'ils ne feraient jamais la même chose pour vous. Je m'en fichais, c'est tout. Son honnêteté m'a surprise. Pourquoi me dis-tu ça maintenant? Parce que mes enfants souffrent, a admis Marcus. Après le divorce, ils ont commencé à poser des questions. Pourquoi papy et mamie l'ont aidé à faire du mal à Lily? Pourquoi maman pensait que c'était bien? Je n'avais pas de bonne réponse. Alors, j'ai commencé une thérapie et mon thérapeute m'a aidé à voir comment j'avais été complice. Comment j'avais accepté des avantages que je savais être à vos dépens. Comment j'avais appris à mes enfants que la famille vient avec des conditions et des hiérarchies. Il a sorti une enveloppe. C'est un chèque de 50 000 $. Ce n'est pas assez pour compenser ce qui s'est passé, mais c'est ce que je peux me permettre pour l'instant. J'ai aussi commencé un fonds d'études pour Lily et Cameron. En plus de ce que le tribunal a ordonné. Mes enfants voulaient contribuer avec une partie de leur argent de poche. Ils se sentent horriblement mal à propos de tout ça. Je fixais l'enveloppe, ne sachant pas comment répondre. Tes enfants ne sont pas responsables des décisions des adultes. Non, mais on leur a enseigné des valeurs qui ont mené à la cruauté, a dit Marcus. Ma fille aînée, Emma, elle a 12 ans maintenant. Elle m'a récemment dit qu'elle se sentait supérieure à tes enfants parce que papy et mamie disaient qu'elle était plus importante. Elle est en thérapie maintenant? Travaillant sur la culpabilité de l'avoir cru. Mon fils est angoissé à l'idée de devenir comme son grand-père. Ma plus jeune fait des cauchemars à propos de la fête, même si elle s'en souvient à peine. Ils souffrent tous des conséquences du système toxique que nous avons créé. Il a essuyé ses yeux. Je ne demande pas le pardon. Je ne le mérite pas. Je voulais juste que tu saches que certains d'entre nous voyaient ce qui se passait. Nous avons choisi d'en profiter quand même. Cela nous rend coupables aussi. J'essaie de faire mieux maintenant. Mais je ne peux pas défaire ce que nous avons fait. Nous avons parlé pendant 2 heures. Marcus a détaillé des années de réunions de famille où il avait vu mes parents couvrir ses enfants d'attention tout en ignorant les miens. Des moments où Charlotte se plaignait de ma présence aux événements familiaux, et il avait accepté pour maintenir la paix. Des fêtes où les cadeaux étaient si manifestement déséquilibrés que même lui se sentait mal à l'aise, mais il n'avait rien dit parce qu'admettre le problème signifiait perdre les avantages. Les parents de Charlotte ont coupé les ponts avec elle après la condamnation, a partagé Marcus. Ils étaient horrifiés par ce qu'elle a fait. Ils m'ont proposé de m'aider à obtenir la garde exclusive. Ils ont témoigné de son manque de jugement. C'est comme ça que j'ai obtenu la garde principale. Même ses propres parents ne pouvaient pas défendre ses actions. Avant de nous séparer, Marcus a demandé si ses enfants pourraient un jour s'excuser auprès de Lily et Cameron, quand ils seraient assez grands pour comprendre. Je lui ai dit que je l'envisagerais une fois que mes enfants seraient prêts, s'ils le souhaitaient. Mais le pardon n'était pas quelque chose que je pouvais promettre. Le chèque que Marcus nous a donné est allé dans le fonds de thérapie des enfants. James et moi avons discuté de l'accepter, nous demandant si c'était de l'argent sale. Nous avons finalement décidé que la volonté de Marcus de reconnaître sa complicité et de faire amende honorable, même imparfaitement, méritait d'être reconnue. De plus, d'un point de vue pratique, une thérapie à long terme coûtait cher. Le docteur Whitmore a remarqué des améliorations chez les 2 enfants après environ 2 ans de travail constant. Les cauchemars de Lily ont diminué. Son anxiété concernant la nourriture et les fêtes s'est atténuée. Elle a recommencé à faire confiance, prudemment, mais sincèrement. Les instincts protecteurs de Cameron sont restés, mais sont devenus moins compulsifs. Il a appris qu'il pouvait se soucier de sa sœur sans être son garde du corps.
Mais ils ont tous deux développé une sensibilité accrue au favoritisme et à l'injustice. Lily remarquait immédiatement si les enseignants traitaient les élèves différemment. Cameron dénonçait les entraîneurs qui avaient des favoris évidents. Leur traumatisme leur avait donné un œil aiguisé pour l'inégalité, ce qui était à la fois un don et un fardeau. Ils seront probablement toujours vigilants quant au traitement équitable, a expliqué le docteur Whitmore lors d'une de nos séances familiales. Ce n'est pas nécessairement une mauvaise chose. Cela signifie qu'ils se défendront et défendront les autres. Mais cela signifie aussi qu'ils pourraient voir des menaces là où il n'y en a pas. La clé est de les aider à distinguer un véritable préjugé des variations normales dans la façon dont les gens interagissent. L'école est devenue un défi en soi. D'autres parents connaissaient notre histoire grâce à la couverture médiatique et à la vidéo virale. La plupart étaient solidaires, voire protecteurs envers mes enfants, mais quelques-uns semblaient nous considérer comme abîmés ou dramatiques. Une mère a même demandé que sa fille ne soit pas placée dans la classe de Lily parce qu'elle ne voulait pas que son enfant soit exposé à un drame familial. La directrice de l'école, Madame Andrea Sutton, a géré cela magnifiquement. Elle m'a appelé directement pour m'informer de la demande et m'assurer qu'elle avait été refusée. Les préoccupations de cette mère reflètent ses propres problèmes, pas quoi que ce soit concernant votre fille, a dit fermement Madame Sutton. Lily est une élève charmante qui a géré une situation incroyablement difficile avec une résilience remarquable. Tout parent devrait être heureux que son enfant apprenne à ses côtés. Madame Sutton a également mis en place une formation pour le personnel sur la reconnaissance et le soutien des élèves issus de situations familiales complexes. Elle a utilisé notre cas, avec permission, comme exemple lors du développement professionnel sur le signalement obligatoire et le soutien aux élèves traumatisés. Ce qui est arrivé à votre famille n'aurait pas dû arriver, m'a-t-elle dit. Mais puisque c'est arrivé, nous pouvons au moins en tirer des leçons. Chaque enseignant de cet établissement comprend maintenant que l'abus n'est pas toujours évident, que de bonnes familles peuvent être profondément dysfonctionnelles. Et qu'il est essentiel de croire les enfants lorsqu'ils signalent des problèmes. James a lutté contre la rage plus longtemps que moi. Il avait grandi dans une famille aimante où les enfants étaient traités équitablement et où les grands-parents étaient des personnes sûres. L'idée que des grands-parents puissent délibérément blesser leurs petits-enfants lui était incompréhensible. Comment quelqu'un peut-il regarder une enfant de 4 ans et décider de l'humilier, demandait-il à plusieurs reprises. Quel genre de personne planifie cela à l'avance, y prend plaisir, et ne montre aucun remords par la suite? Ses parents étaient tout aussi consternés. Ils connaissaient le favoritisme, en avaient été témoins lors de certaines réunions de famille, mais n'avaient jamais imaginé que cela escaladerait jusqu'à la violence. Après la fête, ils ont accru leur implication auprès de nos enfants, comme pour compenser les grands-parents que Lily et Cameron avaient perdus. Nous ne pouvons pas remplacer ce qu'ils auraient dû avoir, m'a dit la mère de James un soir en regardant les enfants jouer. Mais nous pouvons leur montrer ce que les grands-parents sont censés être. Nous pouvons prouver que toute la famille n'est pas toxique. Et ils l'ont fait. Ils étaient présents de manière constante. Ils se souvenaient des anniversaires et les célébraient réellement. Il assistait aux événements scolaires et encourageait sincèrement les deux enfants de manière égale. Il gardait les enfants sans se plaindre et les rendait heureux, pas traumatisés. Ils ont démontré ce à quoi ressemblent des relations familiales saines. Lily a maintenant 7 ans. Elle est en 2e année et adore la gymnastique. Elle a des fêtes d'anniversaire normales avec des amis qui la traitent avec gentillesse. Elle ne pose plus de questions sur ses autres grands-parents. Quand elle les mentionne, c'est de manière factuelle, sans émotion. Ce sont juste des gens qui faisaient partie de sa vie et qui n'y sont plus. Cameron a 10 ans. Il est protecteur envers sa sœur, mais apprend des limites saines à ce sujet. Il va moins souvent en thérapie maintenant, ayant traité la plupart de son traumatisme. Il mentionne parfois la fête quand quelque chose la lui rappelle, mais sans l'intensité qu'il avait autrefois. Nous avons célébré le 7e anniversaire de Lily le mois dernier. Une fête de gymnastique dans un club local. 15 enfants faisant des pirouettes, des saltos et riant. Un gâteau décoré de figurines de gymnastes comestibles. Des cadeaux empilés sur la table. Une pure joie d'enfant sans aucun sous-entendu de méchanceté.
En la regardant se balancer aux barres asymétriques, intrépide et forte, j'ai pensé à ce dessin que Cameron avait fait à l'école. Celui qui a tout déclenché. Cette image de cruauté au crayon de cire qui m'a finalement forcé à voir ce que j'acceptais. Parfois, la pire chose qui arrive devient le catalyseur d'un changement nécessaire. Cette fête d'anniversaire était horrible. La vidéo a montré au monde entier qui était vraiment ma famille. Et paradoxalement, cette exposition publique nous a protégés. Les conséquences auxquelles ils ont été confrontés sont venues parce qu'ils ne pouvaient plus se cacher. Mes enfants grandiront en sachant qu'ils méritent mieux que ce que ces gens leur offraient. Ils comprendront que les liens du sang n'obligent pas à accepter les mauvais traitements. Ils apprendront que le véritable amour se démontre par des actions, et non exigé par la manipulation. J'ai encore des sentiments compliqués à l'égard de mes parents. Le deuil de la relation que j'aurais aimé que nous ayons. La colère pour celle que nous avons eue. Le soulagement que ce soit terminé. La culpabilité qu'il ait fallu que ma fille soit blessée pour que j'y mette fin. Le docteur Chen me rappelle que tous ces sentiments peuvent coexister. Je peux pleurer ce qui aurait dû être tout en protégeant ce qui est. Je peux souhaiter qu'ils aient été des personnes différentes tout en acceptant qu'ils ne l'étaient pas. Je peux porter à la fois le chagrin et le soulagement. Le jugement civil suit toujours les membres de ma famille. Ils effectuent les paiements lentement, à contre-cœur. Chaque mois, de l'argent apparaît sur un compte que nous avons désigné pour les futurs besoins de thérapie des enfants et leurs fonds d'études. De l'argent extorqué à des gens qui pensaient pouvoir nous faire du mal sans conséquence. James plaisante parfois en disant que nous finançons l'éducation de nos enfants avec des paiements de karma. Ce n'est pas tout à fait du karma. C'est la justice. C'est la responsabilité. C'est ce qui arrive quand on documente sa propre cruauté et que le système judiciaire fonctionne réellement. Est-ce que je retournerais en arrière pour empêcher cette fête si je le pouvais? Une partie de moi veut dire oui. Je sauverais Lily du traumatisme. J'épargnerais à Cameron d'en être témoin. J'éviterais tout ce cauchemar. Mais honnêtement, cette fête a exposé ce qui existait déjà. Ces gens traitaient déjà terriblement mes enfants. Je ne faisais que trouver des excuses. La fête a été une révélation brutale. Mais les révélations sont souvent brutales. Parfois, il faut voir quelque chose clairement et publiquement pour trouver la force de le rejeter. Cette vidéo, aussi horrible soit-elle, est devenue une preuve indéniable. Fini le gaslighting sur ma sensibilité. Fini les affirmations selon lesquelles j'exagérais. Juste la réalité, documentée. 3 ans après cet après-midi d'avril, ma fille est en bonne santé et heureuse. Mon fils s'épanouit. Mon mariage est solide. Nous avons construit une vie libre de personnes qui nous rabaisseraient. Le coup a été douloureux, mais la liberté n'a pas de prix. Et les soirs tranquilles, quand mes enfants dorment et que la maison est paisible, je pense à cette petite fille dans la robe violette, couverte de gâteaux et de larmes. Et je lui promets à nouveau que personne ne lui fera plus jamais de mal comme ça. Pas tant que je serai là. Plus jamais.